La situation au Tchad, attaque libyenne sur Faya-Largeau repoussée selon les autorités gouvernementales, arrivée à N'Djamena du premier contingent des parachutistes instructeurs français. Visite surprise du président Mitterrand dans les banlieues de Saint-Étienne et de Lyon, aux Minguettes. Je veux m'attaquer aux sources du malaise social qui sévit dans ce genre de cité, a dit le chef de l'État. Évasion ou enlèvement, le grand maître de la loge maçonnique italienne P2, mêlé à plusieurs scandales dans la péninsule, disparaît de sa prison genevoise. 2 records du monde battus à Helsinki au championnat du monde d'athlétisme, celui du 800 mètres féminin remporté par la Tchécoslovaque Kratochvílová et le 4 x 100 mètres masculin remporté par les Américains. Madame, Monsieur, bonsoir. La situation se précipite au Tchad. Les 2 colonnes libyennes qui menaçaient depuis hier la ville de Faya-Largeau au nord du pays sont passées à l'attaque aujourd'hui. Les autorités de N'Djamena affirment ce soir avoir repoussé l'offensive libyenne et leurs troupes seraient passées à la contre-attaque. L'assaut libyen a donc commencé ce matin quelques heures après l'annonce de la décision française d'envoyer au Tchad des troupes. L'information en a été officielle quelques instants après la fin de notre journal hier soir. Dans le cadre de l'accord de coopération militaire avec le Tchad, Paris a en effet décidé de riposter à l'escalade libyenne et de répondre aux demandes pressantes du gouvernement tchadien en envoyant dans la capitale des parachutistes avec la mission non pas de combattre sur le terrain, mais d'instruire et de former l'armée tchadienne. Nom de l'opération qui implique de gros moyens logistiques, opération Manta, comme la raie venimeuse du même nom. Un premier contingent est arrivé ce matin, Jean-Marc Illouz. Voici le détachement de soldats qui ont repris aujourd'hui le chemin de N'Djamena. Ils seront au nombre de 300 à 500 et leur mission est officiellement limitée à l'instruction des troupes tchadiennes et non pas une mission de combat. Ce ne sont bien sûr pas des appelés, mais des troupes de choc, 8e et 1er RPIMA, 11e division de parachutistes. Des lance-roquettes, des mortiers de 120 pour assurer leur protection, mais surtout du matériel de détection radar et aussi, dit-on, des spécialistes des communications capables d'exploiter les informations fournies par les avions géants radars américains basés au Soudan. Il ne faut pas oublier que les forces gouvernementales d'Hissène-Habré ne disposent pas de couverture aérienne comparable à celle que la Libye est accusée de fournir aux troupes de Goukouni. L'opération Manta ne prévoit pas l'intervention d'avions Jaguar. En choisissant de franchir un nouveau pas dans son engagement au Tchad, la France semble moins réagir à une brusque aggravation de la situation militaire que vouloir marquer sa volonté de mettre un terme à un irrésistible processus de détérioration autour de la guerre civile tchadienne. D'abord, sur le plan militaire, après s'être contenté de livrer des automitrailleuses légères, on va envoyer des canons lourds, puis des moyens anti-aériens, progression que l'on veut rigoureusement adapter à l'escalade sur le terrain. Pas de croisade anti-Kadhafi, la Libye ne sera accusée clairement que cette semaine, quand après son aviation, elle enverra une colonne blindée. Pression militaire mais aussi pression diplomatique. S'il est difficile pour un gouvernement socialiste d'aller jouer les pompiers ou les gendarmes en Afrique, il n'est guère facile non plus pour un gouvernement français de faire la sourde oreille aux appels de ceux des 22 pays francophones qui, à tort ou à raison, sont obsédés par l'argent et par les armes de Kadhafi. Amis africains qui se disent ce soir soulagés et satisfaits, mais qui étaient de moins en moins insensibles à la politique de surenchère jouée par Washington en Afrique depuis 10 jours. Alors c'est vrai, les troupes françaises ne doivent pas se battre en Afrique, M. Ernu l'a dit hier soir, mais le ministre de la Défense a également ajouté « Ce que fait la Libye, nous le ferons, sauf les bombardements de la population civile ». Une manière de dire au colonel Kadhafi qu'il est encore temps de s'arrêter là et que dans le cas contraire, même si elle ne le souhaite pas, la France sera prête à rendre éventuellement coup pour coup à l'escalade libyenne. Un peu plus de 3 ans après son départ de la base de N'Djamena, l'armée française est donc à nouveau au Tchad, où elle avait été présente pendant les 20 ans qui ont suivi l'indépendance. Le gouvernement d'Hissène-Habré, qui depuis plusieurs jours presse la France d'intervenir, estime que l'envoi de troupes est un pas important mais insuffisant
par rapport à la menace libyenne et continue de demander une intervention directe de l'aviation française. Les pays africains modérés ne cachent pas leur soulagement et Washington, dès hier, se félicitait avec un peu d'avance de la détermination de Paris. Washington reçoit en ce moment le président du Sénégal qui parlera surtout du Tchad. Moscou, par le biais de l'agence TASS, accuse Paris de reprendre à son compte la thèse américaine. Mais ce sont bien sûr dans les milieux politiques français que les réactions étaient les plus attendues. Elles sont jusqu'ici prudentes, peu nombreuses, parfois paradoxales. Ainsi, Michel Debré estime qu'il s'agit de décisions justifiées. Pierre Messmer voit le gouvernement pris dans une logique qu'il niait jusqu'ici. Le Parti communiste se montre plus critique. Écoutez la réaction de Roland Leroy, recueillie par Jean-Louis Le Senne. Nous sommes inquiets, car nous estimons que les pays africains attendent de notre patrie, de la France, autre chose que des soldats. Le ministre des Relations extérieures a dit avant-hier combien la France entendait en Amérique centrale jouer un rôle tout à fait différent de celui auquel les États-Unis se prêtent par l'intervention militaire. Les événements du Tchad se produisent dans un pays où la situation s'est dégradée depuis de longues années et dans un moment où Reagan et l'administration américaine exercent des pressions considérables pour que la France s'engage, dans un moment aussi où on a vu le président Hissène Habré injurier notre pays, injurier des collaborateurs directs du président de la République et exiger sur un ton inadmissible l'intervention française. Nous estimons, comme le disent les pays africains de l'OUA, l'Organisation d'unité africaine, qu'il faut le cessez-le-feu immédiat, qu'il faut se garder de toute ingérence de pays africains ou non africains dans les affaires tchadiennes et qu'il faut que s'ouvre entre les diverses fractions tchadiennes une véritable négociation, un véritable dialogue. C'est dans ce sens que la France peut agir. Le président de la République l'a encore souligné dans son intervention du 14 juillet, quand il a dit que la France s'en tiendrait scrupuleusement à l'accord conclu en 1976. C'est dans ce sens, nous semble-t-il, qu'il faut agir. C'est dans ce sens qu'est l'intérêt de la France. Elle a tout à gagner à ne pas s'enfoncer dans le piège du Tchad. À l'opposé, le général Bijard, député apparenté UDF, préconise une riposte des amis africains de la France et de ses alliés du monde libre pour, je cite le général Bijard, arrêter la poussée de Moscou en Afrique. Situation critique en Haute-Volta. 300 touristes français y sont bloqués depuis le coup d'État du capitaine Sankara. Jeudi dernier, l'aéroport et les frontières sont en effet fermés. La situation n'est toujours pas normalisée en Haute-Volta. Cette nuit, des fusillades et des tirs d'armes lourdes ont été entendus dans la capitale. La compagnie des charters Le Point de Mulhouse, qui est la seule à desservir cette région de l'Afrique, estime à 3000 les touristes bloqués dans les pays voisins qui devaient venir prendre leur avion dans la capitale de la Haute-Volta. Nouveau signe d'escalade au Liban dans l'hostilité ouverte entre le régime du président Gemayel et les Druzes de Walid Jumblat. L'armée libanaise accuse en effet les Druzes d'avoir bombardé ce matin l'aéroport de Beyrouth, qui est depuis fermé. 3 personnes ont été tuées, 9 autres blessées. Sur place à Beyrouth, Pierre Serra. Duel d'artillerie intensif pendant une grande partie de la journée entre les milices druzes de Walid Jumblat et l'armée libanaise. Actuellement, un cessez-le-feu est en cours. Cible visée, l'aéroport international de Beyrouth et le ministère de la Défense à Yarzé. Bilan provisoire de la journée, sur l'aéroport, 3 tués, 9 blessés. À Yarzé, 1 tué, 5 blessés. Les milices druzes disent que c'est en raison du mauvais comportement de l'armée libanaise à l'égard de leur population, notamment à Chouaïfat, qu'ils ont décidé ce mouvement de bombardement contre l'aéroport, fermé d'ailleurs pour au moins 24 heures. En fait, les Druzes s'opposent, question de vie ou de mort pour eux, disent-ils, à ce que l'armée libanaise prenne position dans leur région que les Israéliens doivent évacuer. Ils veulent qu'une solution politique à leurs problèmes soit trouvée avec le pouvoir actuel à Beyrouth. Le départ des Israéliens étant imminent, il y a donc une véritable course contre la montre, contre le pouvoir libanais à Beyrouth et Jumblat dans la montagne. Ces bombardements sont faits dans ces conditions pour marquer dans un moment décisif la détermination des Druzes.
Des bombardements ont eu lieu cet après-midi dans la banlieue est de Beyrouth. Bilan 1 tué et 5 blessés, dont 4 Israéliens. Un climat qui complique encore le séjour à Beyrouth de l'envoyé spécial américain McFarlane. Regain de tension en Irlande du Nord. Un jeune catholique a été abattu par un soldat britannique au cours d'une manifestation. Le soldat a été inculpé pour meurtre. Depuis 2 jours, les incidents se multiplient à Belfast et une trentaine de personnes ont été arrêtées. Attentat à l'ambassade de France à Téhéran. Attentat revendiqué par le groupe arménien Orly. Une voiture piégée a explosé dans la cour sans faire de victimes. Le dollar a repris aujourd'hui sa dangereuse ascension et ce à un train d'enfer puisque la devise américaine a gagné plus d'1% à Paris par rapport à hier. Nouveau cours record, 8 francs 16,90. Et à Londres, en fin de journée, la barre des 8 francs 20 a été temporairement franchie. Le dollar est en hausse par rapport à toutes les devises, y compris le Deutsche Mark. La banque centrale allemande est intervenue massivement aujourd'hui. Une évolution qui se confirme, Philippe Sassier, et qui est bien inquiétante. Qui est bien inquiétante, et les nouvelles hausses des taux d'intérêt aux États-Unis ne peuvent expliquer à elles seules cette spectaculaire flambée du dollar. La véritable explication est le fantastique appétit pour le billet vert de toutes les nations endettées, pays du tiers-monde, pays pétroliers, hier prêteurs, aujourd'hui emprunteurs, et enfin les États-Unis eux-mêmes. C'est ce qui fait dire à certains spécialistes de Londres que j'ai pu joindre tout à l'heure au téléphone qu'ils n'excluaient pas de voir le dollar dans les jours qui viennent monter jusqu'à 8 francs 30 et à 2 marques 75 bien sûr. Ce n'est qu'une hypothèse. Alors, les interventions des banques centrales qui ont eu lieu depuis plusieurs jours n'ont pas servi à grand-chose, d'autant plus que l'on dit dans la plupart des capitales européennes que les Américains sont peu intervenus. Alors, on dit sur les marchés d'échange, c'est une information à mettre encore au conditionnel, que les Européens auraient décidé de changer de tactique. Ils auraient décidé de laisser monter le dollar et de bien se tenir les coudes au sein du système monétaire européen qui jusqu'ici a fort bien résisté. Ce serait une façon de dire aux Américains: prenez vos responsabilités. Dès lors, le dollar deviendrait de plus en plus un problème politique à la veille de la reprise des discussions sur l'implantation en Europe des fusées nucléaires américaines. Cette hausse risque de jeter le trouble dans le camp des Occidentaux, tandis qu'elle accroît le problème de tous les pays endettés où les mesures d'austérité exacerbent les mécontentements. C'est ce qui fait dire à certains observateurs que l'Union soviétique n'est pas mécontente de cette crise monétaire qui saisit l'Occident. Alors, si l'on croit ces observateurs, le dollar pourrait devenir de plus en plus un pion important dans cette gigantesque partie d'échecs que se joue à travers le monde, l'Est et l'Ouest. Pour la 2e fois en 15 jours, le président Mitterrand a manifesté sa préoccupation face aux conditions de vie dans certaines banlieues urbaines en effectuant une visite surprise à Saint-Étienne et à Lyon ce matin. Le chef de l'État s'est rendu d'abord dans la cité HLM du Montchauve, près de Saint-Étienne, et ensuite dans le quartier des Minguettes, près de Lyon, théâtre de tant d'incidents depuis 2 ans. Accompagné de Mme Georgina Dufoy, secrétaire d'État, et de Gilbert Trigano, le président du Club Méditerranée, qui s'intéresse aux problèmes de réhabilitation de ces grands ensembles, M. Mitterrand a souligné qu'il s'agit là d'une préoccupation essentielle du gouvernement et il en a expliqué les raisons. Il faut bien se dire que, à l'origine de nombreux désordres sociaux se trouvent ces fâcheuses, ces déplorables conditions de vie. Et moi, je veux lutter contre ces désordres. Et pour cela, il faut que je m'attaque avec le gouvernement et ceux qui ont la charge auprès de moi. Je veux absolument m'attaquer aux sources d'un malaise et d'un déséquilibre social qui sont d'une immense ampleur. Raison de plus pour commencer par un bout, avec énergie et continuité. Et de ce point de vue, je compte bien au cours des semaines et des mois à venir persévérer dans cette enquête personnelle qui me permet ensuite de donner des instructions précises à ceux qui participent à la gestion de l'État. Président, êtes-vous favorable, comme par exemple le maire de Vénissieux, à l'instauration d'un quota de travailleurs immigrés? C'est un très grand débat. Le quota, c'est un terme qui risque d'égarer. Ce qui est vrai, c'est que l'immigration clandestine est excessive, et qu'elle doit être de plus en plus contrôlée afin d'être tarie. Ça, c'est une réalité, ça ne s'appelle pas un quota, ça s'appelle tout simplement le respect de la loi et du règlement. La France
peut absorber, et même a besoin, le plus grand besoin, de travailleurs étrangers dans certains domaines. Et ces travailleurs doivent être reçus, protégés, accueillis, et leur propre sécurité assurée, autant que tout citoyen français. Ça, c'est l'essentiel de notre politique. Mais nous avons des postes de travail, nous avons nous-mêmes un grand nombre de chômeurs, nous avons une capacité de production, nous avons une capacité de logement qui indique par là même la limitation nécessaire. Le chef de l'État s'est entretenu ensuite à Lyon avec les élus locaux. Avant-hier, nous vous proposions de mieux connaître Charles Millon, député UDF de l'Ain. Poursuivant notre série de portraits sur les jeunes hommes politiques qui montent, en voici un qui est déjà bien haut. Christian Pierret, 37 ans, socialiste, député des Vosges, occupe à l'Assemblée le poste clé de rapporteur général du budget. Serge Misseret en fait le portrait. Ce n'est un mystère pour personne, Christian Pierret roule pour Pierre Mauroy. Chrétien de gauche venu au socialisme dès 69, avant le congrès d'Épinay, il a fait ses classes politiques au CRS, dont il a violemment claqué la porte un jour de décembre 78 pour rejoindre le courant du Premier ministre. Rapporteur général du budget, cet énarque de 37 ans fait sensation en avril dernier à la tribune de l'Assemblée nationale quand il déclare « La gauche doit balayer devant sa porte » et il précise « Dans le contexte actuel, il n'y a pas d'autre issue possible que la rigueur ». Pierre Mauroy, dont il est l'ami et dirons-nous l'un des principaux experts économiques, ne pense pas autrement. L'homme doit devenir la mesure de toute chose. Le président de la République lui-même apprécie, dit-on, sa compétence. Lors de son premier voyage officiel en Lorraine, fin 81, il va lui rendre visite dans sa circonscription des Vosges. Bonjour. Mais de cela, Christian Pierret ne tire pas vanité. Bonjour monsieur. Bon, alors, on va commencer. 4 années passées à la tête de la Fédération de Paris avec les jeunes Turcs du CRS ont suffi pour le révéler à lui-même. Il y a goûté au miel et au fiel. Un jour de décembre 78, il quitte le CRS après être allé se faire élire député à Saint-Dié. Vous les faites entrer, hein? Merci. Et c'est là, dans les Vosges, en pleine crise du textile, qu'il mesure la distance entre le discours socialiste théorique et le socialisme du quotidien. Chez lui, sur le terrain, sa compétence en matière économique lui permet de mieux maîtriser les dossiers. Aux législatives de 81, il écrase Lionel Stoléru dès le premier tour. Position tout à fait acceptable, on pourrait dire, puisqu'on a la possibilité de garder le maximum d'emplois. Du bon les Vosgiens, ça. Entre l'Assemblée nationale, l'hôtel Matignon, la rue de Rivoli, sa circonscription et sa famille, c'est une course-poursuite quotidienne. Christian Pierret aime cette vie. Pour lui, il faut gagner, gagner et encore gagner. La phase la plus dure, c'est maintenant. C'est-à-dire la phase où, confronté aux réalités, on prend les réalités comme tremplin et puis on modernise pas à pas notre pays par des réformes. Ça, c'est le plus important. C'est le plus dur aussi. Si on continue la politique de rigueur, et je pense aussi si on l'accentue, on devrait connaître des résultats bien meilleurs au plan de l'inflation, au plan du commerce extérieur, au plan de la situation économique d'ensemble, au deuxième semestre 1984. Mais pour ce faire, il y faut de la volonté, de la fermeté et une ligne directrice que nous suivons. Vous êtes ambitieux? Bah, écoutez, si j'étais pas ambitieux, je serais pas député. Notre série inclura dans les prochains jours les portraits du communiste Guy Hermier et du RPR Philippe Seguin. Valéry Giscard d'Estaing prépare un projet politique pour, je le cite, contribuer le moment venu au redressement de la France. Dans un article publié dans Paris Match, l'ancien chef de l'État fustige la politique actuellement suivie. On ne rafistole pas une politique qui échoue, dit-il dans cet article de Paris Match.
Dans un autre ordre d'idées, deux informations économiques et pratiques. L'allocation de rentrée scolaire pour 83 augmente de 12% par rapport à l'an dernier, soit 295 francs 80 par enfant. Cette allocation est attribuée à 2 300 000 familles. Par ailleurs, plusieurs organisations de consommateurs ont décidé de porter plainte contre la société Shell pour refus de vente de carburant à certains distributeurs, dont Leclerc. La personnalité de l'homme qui est en cause en fait plus qu'un fait divers, et en tout cas l'événement est spectaculaire. Un détenu s'est évadé ou a été enlevé de sa prison hier à Genève. Licio Gelli, le grand maître de la loge italienne maçonnique P2, incarcéré en Suisse, devait comparaître dans quelques jours devant le tribunal genevois qui devait décider de la demande d'extradition déposée par l'Italie. Gelli a disparu de sa cellule, que l'on a retrouvée en désordre, des traces de sang, de chloroforme sur le sol ainsi qu'une seringue. Selon l'un de ses avocats, il aurait été enlevé. Philippe Arroir nous rappelle le mystère qui entoure ce personnage et les nombreux scandales auquel il a été mêlé. Licio Gelli, le voici. On l'appelait le montreur de marionnettes. Personnage hors série, grâce à la loge maçonnique P2 dont il fut le grand maître, il avait réussi à constituer une sorte de pouvoir parallèle fondé sur des intrigues et des chantages. Son nom a été mêlé à tous les scandales de l'Italie de ces 10 dernières années. Il était l'ami de Sidona, ce banquier sicilien véreux condamné à 25 ans de prison aux États-Unis. Il était l'ami de Roberto Calvi, ce financier milanais, trouvé pendu à Londres, dont le nom est lié au scandale de la banque Ambrosiano, dont les éclaboussures ont jailli jusqu'au Vatican. C'est après une enquête sur Sidona il y a 2 ans que Licio Gelli est démasqué. Dans sa villa de Toscane, la police découvre une liste de 1000 noms affiliés à la loge P2. Suite une série impressionnante d'arrestations qui frappent magistrats, généraux, membres des services secrets, journalistes, hommes politiques. Le scandale est tel que le gouvernement de centre-gauche de M. Forlani tombe. Mais Licio Gelli, lui, disparaît d'Italie. La police retient contre lui une foule d'accusations, escroquerie, espionnage, conspiration politique, corruption, etc. On le croit en Argentine, car dès 1974, il avait pris la nationalité argentine avec le statut de diplomate représentant les intérêts italiens. Le 13 septembre 1982, il est arrêté dans une banque à Genève, muni d'un faux passeport. La justice suisse devait décider dans 9 jours si oui ou non Licio Gelli serait extradé en Italie, comme le demandait le gouvernement de Rome. Finalement, le montreur de marionnettes a à nouveau disparu. Évasion, enlèvement, qui peut le dire? En tout cas, avec son départ de la prison de Genève, le mystère entourant le personnage de Licio Gelli s'épaissit encore un peu plus. Il s'agit d'un fait divers comme il en arrive souvent à New York, mais celui-ci nous touche particulièrement. Jean-Louis Im, collaborateur du bureau d'Antenne 2 à New York, a été grièvement blessé par balle hier en entrant dans le métro. Sur place à New York, Alain Cancès. C'est ici, sur les marches de cette station de métro, que Jean-Louis m'a été abattu hier matin, peu avant 9 h. Un tueur l'attendait et lui a tiré une balle dans la tête. Selon toutes les apparences, un meurtre de professionnel de tueur à gages, un meurtre sur commande. Le meurtrier s'est enfui, un témoin l'aurait aperçu et a donné de lui un très vague signalement. Jean-Louis m'a été conduit à l'hôpital dans un état désespéré. Jean-Louis habitait aux limites de Chinatown, le quartier chinois de la ville. Et depuis plusieurs mois, il avait des problèmes avec son propriétaire, d'origine chinoise. Jean-Louis avait en effet organisé les locataires de son immeuble pour obtenir du propriétaire qu'il respecte les conditions en vigueur à New York en matière de location. Il y a quelques semaines, dans son immeuble même, Jean-Louis avait fait l'objet de menaces. Il avait pourtant continué son action et obtenu en justice des premiers résultats. Il est évidemment impossible de dire si le meurtre d'hier est lié en quoi que ce soit à cette affaire d'appartement. Il faut attendre les résultats de l'enquête. Mais compte tenu des conditions, il n'est pas sûr qu'on sache un jour la vérité. Nous, en tout cas, au bureau de New York, nous ferons tout pour savoir.
L'enquête sur la tuerie d'Avignon semble s'enliser ce soir malgré une série d'interpellations aujourd'hui, dont celle du père de Jean Roussel, le seul truand arrêté sur les lieux. L'autopsie de Goutte Noire, le complice présumé découvert criblé de balles, n'a donné aucun résultat. Les balles ont traversé son corps. La police recherche toujours Christian Paris et un quatrième truand dont on ignore l'identité. Patrice Pelé. C'est à 6h30 ce matin qu'une dizaine de personnes arrivent ici au commissariat central d'Avignon. Elles viennent d'être arrêtées quelques instants plus tôt. Parmi ces 10 personnes, 5 hommes dont le père de Jean Roussel et 5 femmes. Peut-être les épouses de ces messieurs. Une seule certitude, toutes les personnes arrêtées sont originaires du Vaucluse et de l'Hérault et font bien partie du milieu. C'est la deuxième fois en 3 jours que le père de Jean Roussel est entendu par le commissaire Bertrand. Peut-être la première fois n'a-t-il pas tout dit. On ignore tout de ce qui se passe ici à l'intérieur du commissariat d'Avignon. Mais les fréquentes allées et venues font penser que la journée était riche en renseignements pour les policiers. Par exemple, vers 15h30, on a vu sortir entre 2 gendarmes le père de Jean Roussel, direction Barbantane, aux directions de la famille pour une vérification. 3 quarts d'heure plus tard, ils étaient de retour. On ignore toujours tout des causes de la tuerie du Sofitel d'Avignon. Plan minutieusement monté par un cerveau, opération La Bavure organisée par une bande de demi-sel ou tentative d'intimidation et de racket. De son côté, le directeur du Sofitel Avignon dément cette dernière hypothèse. Aujourd'hui, cependant, on semble se diriger vers une nouvelle piste. On pense que les truands auraient pu chercher à récupérer des documents compromettants à l'intérieur du coffre de l'hôtel. Christian Paris, toujours en fuite et introuvable, téléphone tous les jours à sa femme. « On cherche à me tuer », répète-t-il inlassablement. Le quatrième homme, toujours en fuite et lui aussi introuvable, semble décidément ne pas vouloir le laisser en paix. Le maire RPR d'Avignon affirme par ailleurs dans un entretien publié aujourd'hui par le Quotidien de Paris qu'il compte déposer plainte contre le garde des Sceaux et ce pour application laxiste des peines de prison, affirme-t-il. Une cérémonie en l'honneur du gendarme abattu dimanche dernier dans les Landes a eu lieu aujourd'hui à Dax en présence d'Henri Emmanuelli, secrétaire d'État au budget représentant le gouvernement. La voiture utilisée par ces meurtriers a été retrouvée aujourd'hui à Saint-Vincent-de-Paul dans les Landes. 4 Britanniques viennent d'être condamnés en Arabie Saoudite pour trafic de whisky. Ils sont passibles de 18 mois à 4 ans de prison et de 240 à 600 coups de fouet. Les autorités britanniques s'efforcent de faire appel. Place au sport maintenant, et d'abord bien sûr au championnat du monde d'athlétisme. Une grande journée puisque 2 records du monde ont été battus, à commencer par celui du 400 mètres féminin à la Vernon. Jarmila Kratochvilova, 24 heures après sa médaille d'or sur 800 mètres, la Tchécoslovaque pulvérise le record du monde du 400 mètres plat détenu jusqu'alors par l'Allemande de l'Est Marita Kor depuis Athènes l'an passé. 17 centièmes de mieux pour cet athlète de 32 ans qui décroche sa 2e médaille d'or. Tel Banks ou Moses, Carl Lewis recherche l'intensité maximum en communion avec le public pour la finale de la longueur. Première tentative et meilleur saut pour Lewis à 8,55 m, assez loin de son record personnel à 8,79 m et surtout du bond prodigieux de Bob Beamon en 68 à Mexico à 8,90 m. 2e titre mondial tout de même pour Lewis. Dans la finale du 4 x 100 mètres féminin, les Françaises avec Loval, Casier, Bacoul et Gachette sont au couloir numéro 1 à la corde. Les passages ne sont pas très bons. Les Américaines, elles, sont à l'extérieur et privées d'Evelyn Ashford. Elles déçoivent naturellement aussi. Les Allemandes de l'Est, conduites par Marita Kor et Marlies Geur, les 2 stars de l'athlétisme en Allemagne de l'Est, gagnent sans problème en 41 secondes 76 centièmes devant la Grande-Bretagne et la Jamaïque. La France, médaille de bronze à Athènes, termine 7e. Le 2e record du monde de la journée, ce sont les Américains qui nous l'offrent dans la finale du 4 x 100 mètres masculin. King, Conley et les 2 derniers relais avec Calvin Smith et Carl Lewis sont prodigieux. Le record du monde est déjà détenu par les Américains en 38 secondes et 3 centièmes. La France, qui s'est qualifiée pour la finale, est au couloir 8, tout à fait à l'extérieur. Smith, dans le dernier relais, va passer à Lewis. Regardez, c'est prodigieux. Smith pour Lewis, Lewis au 100 mètres, puissant comme au 100 mètres, puissant, très en ligne, farouchement gagneur, franchit la ligne d'arrivée où le chronomètre va afficher l'exploit, 37 secondes 86 centièmes, record du monde battu, triple médaille d'or pour Lewis, 100 mètres, longueur 4 x 100 mètres, Lewis a réussi son incroyable pari.
N'oublions pas pour autant le championnat de France de football de première division. Ce soir, 4e journée, la plus belle affiche Paris Saint-Germain-Lens au Parc des Princes. Lens, je vous le rappelle, est seul en tête. À suivre également Lille-Bordeaux, Nancy-Nantes et Sochaux-Rouen. Les résultats et les images de ces rencontres dans notre dernier journal, où il sera aussi question de vacances dans le Languedoc-Roussillon. Un débat opposera le délégué régional au tourisme, André Soulier, à Rémi Loury du Midi Libre. J'allais oublier les pronostics de Pierre Edbresse pour le quartet de demain à Enghien. Vous les lisez en même temps que moi, le 7, le 14, le 18, le 16, le 11, le 6, le 5, le 13 et le 15. Le temps demain, Brigitte Simonetta. Eh bien, cela s'arrange et ce sera demain après-midi plutôt du beau temps. C'est bien demain après-midi, mais ça n'est pas suffisant, car vous savez qu'en ce moment, la Terre franchit un espace météorique. Cela signifie que nous pourrions assister à une pluie d'étoiles filantes si le ciel n'était obscurci par les nuages. Et voici comment la météorologie contrarie les projets les plus doux. Ces nuages, vous les voyez, vous allez les voir sur la photo satellite. Ils étaient très nombreux aujourd'hui. Ils devraient s'évacuer par l'est demain, mais lentement, très lentement. Ce qui nous donne comme tendance sur la carte encore des nuages demain matin partout, puis de belles éclaircies, sauf sur le Massif central, les Alpes du Nord et le Jura. Les températures resteront stationnaires allant de 23 degrés à 31 degrés. Demain, jeudi 11 août, le soleil se lèvera à 6h38, il se couchera à 21h13 et ce sera la Sainte Claire, patronne bien sûr des ostréiculteurs.